Bon, ben, bienvenue à un nouveau épisode de Couscous Péripérie en préambule. Épisode 100, Milton. Oui. Il y a un nouveau avec nous. Bonjour le nouveau. Comment ça va? Salut Nick DeSantis. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Merci d'être avec nous au Couscous Péripérie. Un podcast qui parle foot. On se prend pas trop au sérieux, là, mais les gens le prennent au sérieux. Donc, c'est ça le système. Parfait. Donc, bienvenue. Content que tu viennes avec nous. On célèbre notre 100e sans faire exprès. Tu es tombé dessus avec nous par hasard. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Donc, voilà, juste vérifier mon son encore une fois. Il me le refait encore le son. Après 100 épisodes, tu n'es pas capable d'arranger ton son. C'est notre podcast. C'est incroyable. Une intro de schnout, un son, les lunettes qui accrochent au micro. Incroyable. Tu travailles-tu en TI, by the way? Pas du tout. C'est incroyable. Oh. Tu vois, c'est ça les avant-matchs. C'est pour régler la tactique avant le match. Ben oui. On fait les ajustements dernière minute. J'ai mal à la cheville. Je vais pas rentrer coach. Voilà. Parlant de match. Des solutions. Parlant de match, il n'y a pas un match là présentement? Un match maintenant? Non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas un match amical des anciens? Juste checking. Ça se peut, oui. Oui, ça a commencé, je pense, à midi. Ouais. Bon. On fera une analyse de ce match-là. Ce microphone ne marche pas. Donc, vous m'entendez bien là? C'est mieux comme ça? Ouais. Désolé. Avec mon headset. Avec mon headset. Mon headset concentré, mais ils vont aimer. Nick, avant qu'on commence par les foot et avoir le jingle, on parle tout le temps d'autre chose que le foot au début, quelques minutes. On aime Netflix, on aime Crave, on aime Amazon Prime, on aime voir la télé. Toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Une série, un film? Ou peut-être tu lis des livres, mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment? C'est drôle parce que dans ces jours-là, je regarde de nouveau Gomorrah. Oh, je connais pas. Attends, ça me dit quelque chose là. Gomorrah. Explique-nous ça, vas-y. C'est la mafia napolitaine. Oui, le Gomorrah avec un H, c'est ça? Oui. C'est une série sur Prime, je pense. Oui, c'est sur Prime. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais c'est italien, hein? C'est Oui. fait en Italie. Oui. OK, c'est en dialecte napolitain. Parfait. Wow, donc il faut un sous-titrage pour les autres, là? S'il y a le sous-titrage... Les autres Italiens, là, ils ne comprennent pas. Là. Non. Mais c'est intéressant. Mais j'ai une question, Nick. Les acteurs, est-ce que c'est des acteurs napolitains ou c'est des Italiens qui ont appris le dialecte? Alors, il y en a plusieurs napolitains, mais il y en a plusieurs aussi qui devaient apprendre le dialecte. Et vous savez, en Italie... à chaque petit village, c'est un différent dialecte et c'est quand même assez compliqué. Il y en a qui sont assez compliqués. Oui, parce que j'avais parlé à Sofiane, il y a une série Netflix sur les Açores qui s'appelle Rap Piche. Puis c'est tous des acteurs portugais qui ont dû apprendre l'accent des Açores, qui n'est pas pantoute pareil. Puis des fois, ça accroche l'oreille parce que tu dis « Ah, c'est pas tout à fait ça. » Fait que oui, en Italie, moi, j'ai grandi parce que mes parents, ils étaient du même village. Alors, j'ai grandi avec le dialecte. Alors, j'ai un dialecte quand même assez spécial, mais j'ai appris beaucoup aussi au niveau l'italien qui général. Tout le monde général que tout le monde parle. Ouais. C'est le fun d'entendre sa langue, mais vraiment exactement. Tu sais, la conversation du sous-sol de ta grand-mère, le voir à la télévision, c'est spécial, hein? Oui. C'est vraiment spécial. On recommande Gomorrah avec un H sur Amazon Prime. Oui, pour tout comprendre. On peut faire un podcast culture, film et série avec Nick. Là. Ça, c'est cool. Merci pour la recommandation, Nick. Donc là, on y va avec le foot, le jingle. Nick, le jingle est un peu bizarre, OK? Donc reste là. Attention, ça choque. Ça choque. C'est différent. Non, ça va. Allez, on y va. Bienvenue à l'épisode 100 du Couscous Péripérie. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri-Piri.
Je pense que, si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Monaco mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, on est avec un des acteurs de God Never Sleeps. Il était là comme acteur secondaire derrière l'acteur principal. Nous, on a juste les jingles. Là. On n'a pas vécu ça de l'intérieur. Là. Nous, on a ri de l'extérieur. Toi, à l'intérieur, ça devait être différent un peu. Là. Mais on a vécu des moments tellement hors. Je me rappelle au stade olympique avec Frank après le match, quand ils l'ont sorti, ses gestes et les émotions. Ça nous ramène à des excellents moments, en tout cas. Oui. Bon vieux temps. Mais Nick, on est dans le foot maintenant, mais avant de parler de ce qui se passe chez les pros, parlons un peu de toi, localement. Je pense que tu as pris plusieurs rôles depuis que tu n'es plus au club. Tu avais déjà des rôles dans le foot local dans tous les cas. Donc là, il y a un article récent de Radio-Canada, et puis l'annonce du nouveau entraîneur-chef de l'équipe SLN Montréal, Super Ligue du Nord. Et puis ton nom était dedans. Explique-nous en quoi tu as piqué avec ce club-là et qu'est-ce qui s'est passé pour l'embauche du nouveau entraîneur Robert, j'ose pas dire son nom de famille, Robert. Rosetoyo. Oui. Bine, comme on dit en romain. Voilà. Mais oui, ça fait quelques mois maintenant. Il y a à peu près 6 mois, pendant l'hiver passé, j'ai rencontré les propriétaires, qui est Jean-François Crébier et Isabelle Chevalier. C'est une des deux propriétaires majeurs. Et je les ai rencontrés juste pour voir eux leur vision à travers l'équipe ici à Montréal et au niveau de comprendre aussi parce que c'est une nouvelle ligue. Et là, on a commencé à parler de tout et là, on a bâti une certaine relation où eux, ils commencent de zéro vraiment. Et à travers nos conversations et tout, ils voyaient que quand même l'expérience que j'ai au niveau d'un club, de le bâtir dès le début. J'ai passé à travers tout, étant joueur, entraîneur, mais avec un club qui commençait en 93 avec l'Impact de Montréal. Alors, on a continué à parler. Après, ils m'ont demandé est-ce que tu serais intéressé à être un consultant pour nous, parce qu'on commence les démarches pour ce nouveau club, soit au niveau du staff, soit au niveau centre d'entraînement, stade et tout ça. Alors, on a commencé à parler. Après, petit à petit, on a décidé de continuer ensemble. Et maintenant, je suis en train d'aider. Au niveau de mes expériences à travers les propriétaires, à travers la présidente Annie Larouche, à travers la directrice sportive Marinette Pichon et maintenant avec Robert aussi. Alors, oui, j'aime ça parce que je peux revivre quand même le foot quand même d'un certain niveau. Ils ont beaucoup de vision. J'ai vraiment hâte parce que c'est une des questions que je leur ai demandé tout de suite aux propriétaires, c'est vous le faites pourquoi? Et ils ont dit c'est pour donner une opportunité aux filles, aux femmes. Je pense qu'il y a un excellent mouvement qui se produit maintenant au niveau du sport côté femmes. Et eux, ils veulent donner cette même opportunité. Alors, moi, j'ai embarqué. Jusqu'à maintenant, je m'amuse. J'aime ça beaucoup parce que je peux quand même donner des opinions, mes expériences que j'ai vécues à travers beaucoup d'erreurs. Quand tu es capable d'apprendre, tu deviens meilleur. Et c'est ça que j'essaie de faire dans tous les niveaux, dans leur structure. Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou vous avez quelqu'un de mutuel qui vous a présenté ou c'est vraiment toi qui as dit non, alors c'était à travers, c'est drôle parce qu'un jour Rocco Placentino, le directeur technique de Saint-Laurent, Jean-François Crévier, il a une fille qui joue au club et lui il parlait à Rocco au niveau de cette nouvelle équipe et tout ça et Rocco il a mentionné mais regarde, si vous voulez quand même des conseils et de comprendre un peu mieux un club qui commence à zéro, je pense que Nick
pourra t'aider sur ce côté-là. Et dès que Jean-François il m'a appelé, je les ai rencontrés, Jean-François et Isabelle. Et là, ça a commencé. Oui. Mais là, si je comprends bien, tu as juste un rôle de consultant. Tu es libre, tu n'es pas attaché à un club en particulier. Tu es là selon les projets, selon les besoins. Tu es là pour aider la formation, la naissance de cette concession. Oui. Mais c'est sûr que maintenant, c'est strictement avec eux. Et moi, je suis un type que quand je me lance dans quelque chose, quand même les émotions, la passion, tout ça rentre. Ouais. Alors, je me sens d'eux. One of them. Je suis consultant, mais je me sens très, très proche d'eux. Tu as un niveau d'engagement qui te rappelle quand tu étais dans la direction sportive. Oui, je vois ce que tu veux dire. Au niveau concret, quand je vois cette équipe-là grandir, puis j'essaie de la situer dans l'écosystème québécois du foot féminin, il y a déjà la présence d'équipes féminines avec Montréal. J'ai toujours pas totalement compris c'est quoi la structure. C'est pas une académie, c'est quelque chose, un hybride, tout ça. Toi non plus? Bon, OK. On appelle ça dans le business un projet pilote. C'est un projet pilote. Moi, je pensais que j'étais idiot, mais tu viens de confirmer que je suis peut-être idiot, mais pas là-dessus. Ouais. La concession, c'est sûr qu'elle commence from scratch, puis on n'est pas rendu là. Mais sa vision à elle, c'est bâtir une équipe professionnelle puis tranquillement amener la notion d'une académie ou c'est tout simplement OK, on est là pour faire des contrats, regarder qu'est-ce qui est disponible à travers le marché canadien, une concentration québécoise peut-être. Est-ce que c'est ce point-là ou éventuellement on pense à l'académie aussi? Non, ils ont quand même une grande vision et ça, c'est des choses avec nos expériences et tout, c'est complètement important qu'il y aura une structure en dessous de cette équipe professionnelle. Ouais. C'est sûr qu'on commence pas à pas. Je me rappelle avec l'Impact aussi, on n'avait pas d'équipe de réserve, on n'avait pas d'académie. Et tranquillement, c'était normal que quand même on ajoute tout cette structure-là. Alors, c'est la même chose. Je vois la même chose avec cette équipe-là. C'est maintenant de commencer dans une nouvelle ligue. Il y aura toujours au début des petits problèmes parce que même si on commence à penser aujourd'hui, on veut les meilleures Québécoises, on veut les meilleures Canadiennes. C'est compliqué parce que toutes ces joueuses-là, ils sont attachés quelque part. Alors, il y a beaucoup de travail à faire et je pense que Marinette, avec son staff et maintenant avec Robert, ils connaissent beaucoup de monde, soit ici au Québec, soit au Canada, et ils sont en train de mettre une structure en place pour repêcher tout ça. En revenant dans la structure en dessous, ça va être très important, premièrement, de comprendre le niveau en dessous, parce que je sais qu'il y a une Ligue 1, disons semi-professionnelle. Oui, alors, comment mettre cette ligue-là dans un environnement plus professionnel? Parce que ces joueuses-là, ils méritent quand même d'être dans des environnements où c'est vraiment l'élite. Et ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de faire, de travailler avec des clubs nationaux à travers le Québec et voir comment eux, ils sont structurés. Mais en parlant avec les propriétaires, toutes ces choses-là de la communauté qui embarque, ils veulent faire tout ça, ils veulent créer toutes ces relations-là. Alors, ça va être très important et je le sais que le monde va embarquer parce que je pense qu'il y a assez de foot et assez de personnes aujourd'hui qui veulent embarquer et s'attacher à quelque chose. Et il y a cet espace au niveau féminin. Quand tu arrives comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir comme tout le monde va tirer un peu la couverte de son bord. C'est un nouveau joueur. On veut pas se faire voler des joueuses, tout ça. Mais les filles en PLSQ qui sont en semi-pro, en réalité, ils sont libres. Je veux dire, est-ce qu'ils peuvent décider tout d'un coup de signer professionnel chez vous? Puis là, cette fille-là vous appartient. Puis si jamais il y a un intérêt pour un transfert, c'est le nouveau club qui en profite. C'est quoi le genre de relation, mais vraiment business qui existe entre ce club-là avec la nouvelle ligue et toutes les entités qui existaient déjà avant, mais qui
pas professionnels? Tu sais, ça se passe comment concrètement? Mais regarde, maintenant, il faut quand même faire des évaluations. Il faut faire les évaluations des filles qui jouent ici, disons, semi-professionnelles, qui ne sont pas vraiment attachées, et voir leur niveau, parce que c'est normal aujourd'hui que le niveau professionnel, quand même, ça demande des joueuses d'élite. Les joueuses québécoises maintenant qui sont à l'extérieur partout dans le monde, c'est compliqué parce qu'ils ont des contrats professionnels. Et là, s'il y a un intérêt, c'est sûr qu'ils commencent aussi avec des transferts aujourd'hui. Il y a les filles aussi au collège américain. Il y a des filles qui sont ici, mais ils ont déjà un projet collégial américain. Ils sont committed. Il faut comprendre que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. L'idée, c'est toujours de promouvoir à l'interne parce que Robert, il connaît, et Marinette, il connaît beaucoup plus que moi au niveau féminin. Et ils savent, Robert, il a travaillé même en Ligue 1 semi-professionnelle avec Blainville où il avait tout gagné. Et Robert, il est confiant de dire qu'on a beaucoup de filles ici. Beaucoup de filles aussi que ça se peut qu'ils méritaient d'être en équipe nationale. Pour différentes raisons, ils ont besoin d'exposure aussi, ces filles-là. À 100%. Mais il faut reconnaître aussi que tout prend du temps. Et je pense qu'on est assez humble et réaliste de comprendre ça. Mais ils veulent faire des choses en grand. Juste en pensant le centre d'entraînement qu'ils sont en train de construire et tout ça. Ils veulent mettre les filles vraiment dans les meilleures conditions et à la fin de sentir qu'ils sont dans un environnement professionnel. Oui, avoir le centre d'entraînement, être payé, ne pas devoir travailler au jour coutu, à la comptabilité, en tant qu'ingénieur. Tu étais jeune. On rit, mais c'est la réalité. Moi, je suis ingénieur civil, mais je dois aussi m'entraîner 4 fois par jour, 4 fois par semaine. Je suis 17 ans, j'ai une petite job là pour payer mes études, mais je dois aussi m'entraîner. C'est la réalité. Et tu avais cette réalité aussi dans les 90. Les hommes aussi, où le soccer, le foot, c'était rien. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu les premières années, on ne savait jamais s'il y aurait une équipe ou non. Grâce aussi, et je dois le dire à Joey, parce qu'à la fin, quand on est rentré avec l'Impact, on souffrait. Et quand tu as des propriétaires qui sont là pour les bonnes raisons, il y a de la passion, et ils sont là pour rester, pour donner une chance. Et je pense que moi, le feeling que j'ai à travers Jean-François et Isabelle, c'est exactement ça. Alors, j'ai bien senti ça, qu'il y a quelque chose de concret qui va être établi à Montréal et j'espère que ça va être ça autour de la Ligue aussi. Quand tu vois le succès de l'équipe féminine canadienne, même avant les stars en Ligue 1 et en Premier League qui sont partis là-bas, est-ce que toi-même, tu étais étonné de voir comment ces filles font pour être aussi bonne alors qu'il n'y a aucun club, à peine des clubs existaient? Sinclair, elle sort d'où? Ashley Lawrence, qui est plus jeune, elle est passée de genre collégial au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu es étonné? Moi, je suis tout étonné comment elles ont fait. Parce qu'elles n'avaient rien, ou elles avaient très peu. Oui, mais la différence, c'est qu'ici, au Canada et aux États-Unis, on était devant tout le monde, dans le monde, au début. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des ligues partout, et maintenant, ils ont commencé avec chaque club en Europe, disons en Italie maintenant. J'ai parlé à plusieurs mondes à travers les connaissances que j'avais, et maintenant, ils ont des équipes féminines. Au début, ils me parlaient comme on a la responsabilité de le faire. Mais en parlant avec du monde de la Fiorentina, du Milan, maintenant, ils ont dit on est tellement content qu'on l'a fait parce que il y a quelque chose de concret. Et ils voient que le soccer féminin a quelque chose d'importance et elle va avoir sa place. Une des pionniers, et ça, c'est quelque chose que j'avais parlé aussi avec Marinette et Rémi Garde, c'était Olas de Lyon qui avait cette vision. C'est vrai. Cette vision-là, il l'avait avant tout le monde. Et je me rappelle, Rémi Garde, il me disait, il avait créé cette équipe féminine à Lyon
et je vois, j'ai vu un peu les contrats qu'ils gagnaient et tout ça. Et moi, je me disais, waouh, à cette époque-là, de gagner. Et il a dit, je vous dis que je crois dans le soccer féminin et vous allez voir que ça va devenir une étape très importante. Et il avait raison, parce que maintenant, aujourd'hui, au niveau féminin, c'est devenu partout dans le monde important. Et ce qui est fou, c'est que quand tu vois l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, et c'est pas juste des joueuses la Coupe du Monde, et je vois aussi le Barça qui domine là, le foot européen en Ligue des Champions récemment. Je me dis, si la culture du foot existe déjà, et tu transposes cette énergie sur les femmes, la culture est là. La culture du foot espagnol, on la voit. Là, on voit les joueuses là, espagnoles, les catalanes, on les voit. Oui. Il y a une force. Donc, ils ont transposé leur énergie vers les femmes, puis ça donne le même résultat parce qu'on a une culture foot, on a une stratégie. Oui. On a tout alors, ça. Moi, ça, c'est quelque chose que, soit féminin ou masculin, moi, j'ai regardé un peu la Coupe du Monde féminin aussi. Et je regardais la Colombie parce que quand même, ils ont des joueuses quand même assez importantes. Et je vois comment eux, ils jouent le match. C'est avec les mêmes émotions, avec la même passion. Et je me dis, c'est du monde qui grandit dans cette culture. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore ici? Soit féminin, soit masculin, c'est encore cette culture des jeunes. Parce que en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, ils le vivent d'une différente manière. Quand une jeune fille ou un jeune garçon va à un match dans ces pays-là, tout de suite, c'est dans leur sang. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Les chants. Ici, c'est encore, on est en train d'y arriver, mais ce n'est pas encore là. Et qu'est-ce qui manque des fois? Parce que quand on regarde au niveau U17, équipe nationale U17, et tu vois des matchs et tout ça, on a tout, hein? On a la qualité, on a le physique, on a des infrastructures, mais qu'est-ce qui manque encore? C'est vraiment, tu sais, il y a des jeunes qui l'ont naturellement, mais il y a des jeunes aussi qui ils jouent par la passion au niveau du sport, mais ce n'est pas encore dans leur sang, c'est de vivre ces émotions. Tu sais, on parle toujours des joueurs qui jouent avec le couteau entre les dents. Ça nous manque encore. Ça va venir. Comment on fait? Comment on fait? Tu sais, c'est important ce que tu viens de dire au niveau de la culture puis la façon qu'on vit ce sport-là pour les jeunes athlètes. Comment on fait pour transmettre ça à des investisseurs? Tu sais, des investisseurs qui mettent de l'argent, c'est c'est des amateurs de ce sport-là. Tu sais, ils n'étaient pas nécessairement des gars ou des filles capables de jouer au foot, mais ils vivaient, son équipe perdait et c'était une mauvaise semaine. Comment on fait pour convaincre des investisseurs qui ne sont pas nécessairement attachés à ce sport-là que c'est un bon investissement? Parce que le Crevier et son nom m'échappe. Isabelle Chevalier. Isabelle, tu sais, ils ont des intentions un peu plus personnelles. Isabelle, elle l'a dit en entrevue, c'est pas une fille de soccer, mais quand elle a vu le projet féminin, c'est quelque chose qui était important pour elle, le volet sportif féminin. Si on sort du féminin, puis qu'on essaie de, tu sais, une des conversations qu'on a depuis quelques années, c'est la fameuse équipe québécoise en CPL. Trouver un investisseur qui n'est pas nécessairement un fou de soccer, mettre de l'argent là-dedans, on s'y prend comment? Tu sais? De quelle façon qu'on peut l'attacher pour dire « OK, ce projet-là, j'y vais ». Mais tu sais, ils commencent à s'attacher à ces choses-là. C'est à travers soit leurs enfants qui jouent dans le sport. Et maintenant, ils commencent à voir un peu à la télé. Ils commencent à voir maintenant comment tu vis des matchs, les émotions qui vont dans le match et tout ça. Maintenant, en disant ça, que oui, on veut cette culture, on veut cette émotion, cette passion, il y a les côtés aussi où, tu sais, Isabelle, elle parle beaucoup des environnements qu'elle veut créer. Tout le monde est égal. Tu sais, moi, j'aime beaucoup comment elle voit les choses. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai vécu quand même dans des environnements où, tu sais, tout le monde doit se sentir faire partie de quelque chose. Et nous, on a toujours essayé de créer dans notre environnement que soit le chef, le cuisinier, soit le gérant d'équipement, soit la madame qui rentre à 6 heures le matin pour que tout soit propre,
dans le centre d'entraînement, que tout ce monde-là ressent qu'ils font quelque chose pour aider cette cause et pour vivre les émotions. Et nous, on a vraiment, vraiment travaillé sur ça parce qu'à la fin, le sport, c'est pour vivre des émotions. Des propriétaires aussi, à la fin, il leur manque quelque chose. Ça se peut dans la vie où ils veulent vivre. Moi, soit avec la perte ou la victoire ou la défaite, je vivais des émotions. Il y en avait des hauts, il y en avait des bas, mais tu vivais quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, le sport te donne que d'autres choses ne te donnent pas. Alors, regarde, avec ces propriétaires-là, c'est drôle parce que c'est comme deux différentes personnes, mais les deux vont amener quelque chose de très spécial pour qu'ils créent cette structure en dessous d'eux, parce que je pense que c'est eux qui vont générer et transmettre leur philosophie de qu'est-ce qu'ils veulent être comme club. Je pense qu'on était excités avec ça. La personne qui nous a contacté via le courriel du podcast, on ne vous oublie pas, on ne check pas le courriel, on va parler au club, on a reçu une communication de la com, parler aux gens du club aussi, avant qu'on parle. On ne vous oublie pas, mais on a Nick d'abord. Donc Nick, merci beaucoup de nous parler de la Super Ligue du Nord à Montréal. Vas-y, tu veux continuer? Sofiane. Non, mais j'écoute Nick DeSantis, là, puis j'ai l'impression d'écouter Nick DeSantis 2000-2010. Hein? C'est exactement la même chose. Là. C'est la naissance d'un club qui start avec la même intention de l'Impact à l'époque. Le grassroots movement, ça ressemble tellement à la même chose, la dynamique, l'esprit. Tu sais, ce que tu décris là, c'est l'esprit familial qui existait. Ouais. Et quand les joueurs arrivaient à Montréal, ils disaient, j'ai l'impression de rentrer dans une famille. Ça doit faire 10 ans que j'entends pas cette phrase-là. Comme on l'a lu dans le livre de Vincent Détouche quand il parle de... c'est... OK. Attends. Grosse parenthèse. Le livre de Vincent, là. Moi, je peux pas croire que vous avez vraiment rencontré tout ce monde-là. Tu sais, Anelka, il y avait Del Piero dans le livre. Tu sais, je me souviens à l'époque, quand ces rumeurs-là sortaient, on se disait, wow, ça doit pas être super vrai, mais on va en parler quand même. Ces gars-là, on a à peu près tous le même âge, on les a juste vus jouer à la télé. Qui s'assoient avec des Montréalais pour pouvoir jouer sur la rue Sherbrooke. Comment vous avez fait là pour... De temps en temps, tu devais te pincer pour dire, ah non, c'est pas vrai, ça c'est son frère, là, c'était son frère jumeau, là. Oui, parce que des fois, quand tu rencontres ce monde-là, que comme tu viens de dire, moi je l'ai regardé à la télé, et des fois tu dois te dire, OK, je suis le directeur sportif quand même, je ne peux pas montrer que je suis trop excité et tout ça. Mais il y avait le côté aussi d'être humble et dire, regarde, on a eu Nesta ici, on a eu Drogba, on a eu Divayo, des joueurs qui ont joué au plus haut niveau. Et nous, on était très, très humbles au niveau de dire, nous, on veut que vous nous aides à grandir parce que vous avez vécu les plus hauts niveaux et vos expériences vont nous faire grandir. Et je pense que d'une manière, quand tu es capable de faire ça, tu es capable de rentrer dans leur cœur et leur responsabiliser. Parce que je regarde tout ce monde-là qui sont venus à Montréal. Moi, je regarde aussi les exemples à l'extérieur des autres équipes avec des grands noms. Et si tu n'es pas capable de rentrer dans leur cœur et leur responsabilité de dire, regarde, ce monde-là, il m'amène ici. Pour eux, le club, ça vaut le monde. Et j'ai une responsabilité envers eux. Et moi, ça, c'est les choses que je prends quand je pense à ces joueurs-là. Et pas seulement les 3 joueurs que j'ai nommés, mais beaucoup d'autres, ils ont tout de suite reconnu, nous, qui on était, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ils ont compris qu'ils s'attachaient à la communauté. À chaque match, perdre ou gagner, ils ont montré aux plus jeunes aussi qu'est-ce que ça prend de jouer au haut niveau. Alors ça, c'est des choses que j'ai tenu toujours proche de moi. Moi, j'ai toujours des excellentes relations avec ce monde-là parce que ils ressentaient tout de suite qu'est-ce que le club, pour moi, représentait.
Ouais. Ok. Si on reste sur le côté local, tu es encore au CA Saint-Laurent. Est-ce que tu es encore entraîneur depuis la dernière fois? Ok. Tu entraînes les U15. Attends, U14. Je suis pas loin. Voilà, je me rappelle. Tu es rentré U14. Puis justement, on va parler du CA Saint-Laurent un peu via le Canada. Jingle. Un autre jingle. Nick, ne t'en va pas. Il est court. Oui, ouais, ça c'est Montréal. Come on! Saint-Laurent. Montréal, c'est petit. Moïse Bombito, Mauro Biello, puis Nick DeSantis. Donc là, Nick, on voulait parler un peu de Canada Soccer, l'équipe A homme, Jesse Mars. Jesse Mars est venu il y a quelques semaines, juste après la Copa América, pour dire continuons le bon travail. La CPL, il faut continuer à pousser les joueurs. Il faut que les équipes semi-pro du Québec, du Canada continuent à pousser. Puis à Montréal, il a parlé évidemment de Moïse Bombito. C'est pas normal que Bombito ne s'est pas fait remarquer avant, etc. Comment toi, tu as vu l'évolution rapide de l'équipe canadienne? Il y a eu la champion King of CONCACAF dans la qualification Coupe du Monde 2022. Puis là, Jesse Mars, il les amène à un autre niveau avec la Copa América. Comment toi, est-ce que tu es étonné de ça déjà? Et comment tu peux réagir sur les propos de Jesse Mars par rapport à le lien entre les joueurs, les pépites qui se cachent, qu'on ne voit jamais, et avec l'équipe nationale éventuellement? Regarde, je pense que Jesse, en le connaissant quand il était ici en 2012, je dis toujours, he's a real guy. He's a real soccer guy. Et c'est un gars qui a joué le sport, il a coaché. Il est très humble dans ses approches. Il a pas, à chaque fois qu'il parle, c'est une opinion. C'est pas, il faut faire ça. Okay? Et ça, c'est quelque chose que je pense en équipe nationale, de qu'est-ce que je vois maintenant à la télé, c'est qu'il a amené, et lui, il est une personne avec beaucoup de personnalité. Tu vois l'équipe, j'ai vu le match contre les États-Unis et on avait beaucoup plus de personnalité, on avait beaucoup plus de confiance. Il a appris de tellement différentes cultures au niveau de foot, mais je pense que lui, il vit beaucoup la philosophie Red Bull, où it's high pressure, chaotic, in your face. Et ça met beaucoup d'équipes. Ça complique les choses pour les équipes. Tout à fait. Soit l'Argentine, soit l'Uruguay, soit les États-Unis. Et ils croient beaucoup dans ses moyens. Et ça se voit tout de suite. L'autre chose, c'est que c'est bien de l'entendre parce que, même avec Bombito, après un match, il avait parlé, il a dit, mais pourquoi on n'a pas connu Bombito il y a 3 ans? Et c'est simple. C'est simple parce que dans le foot ici, en Amérique du Nord, mais au Canada, au Québec, tu ne peux pas avoir juste une équipe qui développe des joueurs. C'est impossible. C'est impossible. Et il y a des clubs maintenant parce qu'ils ont créé cette licence nationale, provinciale. Alors, pour être licence nationale, all the guidelines qu'il met en place, OK? Canada Soccer, Oui. Maintenant, est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Mais moi, je pense que ça devait déjà donner une idée que ces clubs nationaux, ils doivent être dans des positions de développer des joueurs. C'est comme en Europe. Il y a le club de la première division et il y a le club de la 4e division, mais ils développent des joueurs. Alors, c'est tellement important parce que, croyez-moi que le bassin qu'on a ici, juste au Québec, et la diversité qu'on a au Québec, et je me rappelle tellement bien ces mots. Il y avait Vincent Dufour qui était directeur technique de JMG Academy. JMG Academy, ils sont partout dans le monde, OK? Et il est venu ici pour quand même faire une évaluation du Québec. Et il m'a dit, Nick, vous avez un bassin de joueurs, vous avez des infrastructures, vous êtes plus grand, le Québec est plus grand que toute la Belgique, vous avez plus de diversité que la Belgique. Ça ne se peut pas qu'il n'y a pas plus de joueurs qui réussissent à des niveaux élites.
Alors ça te donne une idée de où on est et qu'est-ce qu'on a entre les mains ici. Parce que quand j'ai fait la recherche, Nick, il y a qui a la licence nationale? AS Blainville, AS Laval, CS Saint-Laurent? Je pense qu'il y en a à peu près de 8 à 10 clubs. Oui, je pense Saint-Hubert, CSA de Longueuil. Oui. Mais juste pour dire, pour qu'ils aient la structure et le financement, etc., pour être reconnus là. OK. Mais parce que nous, on a attends, Sofiane, mais j'ai une question peut-être qui est un peu méchante, mais tu sais, quand Jesse Marsh a parlé de comment ça se fait qu'on ne voit pas Bombito, tu sais, puis je vois aussi que Jesse Marsh, ce qu'il essaie de faire, tu sais, il a commencé à amener des coachs de CPL avec lui, tu sais, comme en mode stage, mais tu sais, on comprend l'idée derrière tout ça. Est-ce que l'Impact de Montréal, quand tu étais là, nous, ce qu'on entendait de l'extérieur, c'était que ils avaient un peu le sentiment que les clubs étaient snobés par Montréal. Dans le fond, ben, tes jeunes, s'ils ne sont pas déjà avec Montréal, c'est que ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Est-ce qu'il existe toujours cette relation de on sait bien, eux autres sont en haut, ils ne veulent rien savoir de nous? Comment on intègre? Parce que tu sais, ce que Marsh fait, c'est intelligent. Tu sais, ils amènent ces coachs-là dans l'organisation pour démontrer qu'ils sont importants, pour démontrer qu'ils ont aussi une oreille, pour élargir, parce que c'est pas vrai que le jeune de 15 ans, puis le jeune de 12 ans, puis 17 ans, il y a une évolution qui n'est jamais identique d'une part à l'autre. Comment on intègre ça, ce écosystème entre en haut, le chapeau, celui qui a tout le pouvoir, puis les autres qui se disent, ben, de toute façon, il ne m'écoute pas, je vais garder mon jeune? Pour moi, c'est de créer une comité au Québec, de créer un comité avec du monde du foot qui sont qualifiés, qui ont vécu et qui ont eu des expériences, mais de s'asseoir, la Fédération québécoise, le club CF, les clubs les plus importants au Québec au niveau amateur, pour se dire comment est-ce qu'on peut créer la meilleure façon de faire jouer ces jeunes au plus haut niveau, mais constamment. Constamment. Et tout le monde va gagner de ça. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de questions au niveau de, tu sais, avec la fédération, tu sais, ils créent des équipes régionales. Pourquoi? S'il y a des clubs nationaux, OK, comme partout dans le monde, tu dois jouer avec ton club. Tu sais, tu appartiens à un club. Et c'est ces clubs-là qui doivent grandir ensemble. Tu sais, c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne leur faut pas un incitatif financier? Parce que, veux pas, le monde entier fonctionne avec l'argent au bout. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value pour un club de laisser partir son joueur sans savoir qu'en retour, il va avoir une compensation, il va avoir un avantage? Alors, il faut qu'il y ait un avantage. Oui, alors ces discussions-là, Milton, avec la fédération, avec le CF, c'est normal aussi que pour moi, de qu'est-ce que je vois au niveau amateur aujourd'hui, parce que je suis dedans, pour moi, la fédération doit être notre négociateur. Parce qu'à la fin, okay, moi, comme club, si tu es un club qui développe des joueurs, et à chaque année, oh, moi, je veux lui et lui. Alors, c'est fini. Mais déjà, il y avait cette licence nationale. Okay? Alors, pour avoir une licence nationale, tu dois avoir au niveau administration, au niveau de finances, tout doit être en place. Au niveau de structure, au niveau de qualification d'entraîneur. Alors, si la fédération canadienne, la fédération québécoise, nous demande, parce que je pense que c'est une bonne idée, et c'est une excellente plateforme, mais si vous nous demandez d'investir, dans tous ces niveaux, moi, quand je fais un investissement, il devrait avoir un retour. Tout à fait. Alors, même là, vous, la fédération, devrez être notre négociateur de dire, avec disons avec le CF, hey, regarde, nous, on veut travailler ensemble parce qu'à la fin, on veut développer des joueurs. Mais c'est normal que si tu t'en vas prendre 3 joueurs de Saint-Laurent, 5 joueurs de AS Laval et tout ça, moi, je dois leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui revient. Comme ça, ils continuent à faire des investissements. Mais là, présentement, c'est le free-for-all.
Présentement, c'est la FIFA qui va donner de l'argent à Saint Laurent pour Bombito et Koné. Et that's it. Mais il n'y a rien entre les deux. Il ne peut pas espérer qu'on va avoir un Bombito à chaque année. Je pense qu'on est le seul pays dans le monde aujourd'hui que si une équipe professionnelle au Canada prend un joueur, OK, il n'y a pas de formation fees, il n'y a rien, pas de frais de formation. Et interne, à l'intérieur de la province, il n'y a pas. Oui. Alors, ça, c'est des choses que c'est comme n'importe quoi. Mais attends, tu dis qu'au Canada, c'est la seule place au monde où il n'y a pas de compensation de formation entre une équipe de PLSQ puis Montréal? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est des choses que je veux comprendre. C'est ça qui m'a été dit. Maintenant, tu vois que Koné, il a été vendu de Montréal en France. Là, maintenant, il y a des frais. Il y a la compensation. Les frais de formation, pourcentage que Saint-Laurent ils vont recevoir, même avec Bombito. Alors, vous comprenez? Alors, ça, c'est hyper important. Mais petites choses mais entre les deux, il peut y avoir 10 ans où il n'y a rien. Il peut y avoir 10 ans, tu n'as aucun joueur qui passe les pros, ça arrive. Ça peut arriver. Il y a tellement encore de travail à faire au niveau de créer cette ligne directrice du développement et comment ces clubs-là qui font des investissements, comment ils peuvent avoir un retour comme ça et continuer à faire. Mais c'est les éléments les plus importants puis qui ne sont jamais discutés parce que ça, oui, c'est des conversations comptables, mais veux pas, c'est la comptabilité qui drive la survie de ces clubs-là. Alors, moi, I have a saying, OK? Et je ne sais pas si je sais dire en français. Mais je vais vous donner un exemple au niveau, moi, quand j'ai vécu dans la MLS, OK? Au début, OK? Même Joe, il voulait faire des choses parce que, tu sais, on a amené des joueurs de haut niveau. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi on voyageait commercial. Je vais te donner une petite anecdote et c'était la chose la plus drôle. Alors, on s'en allait à Columbus. Alors, pour aller à Columbus, il fallait faire Montréal, I don't know, Philadelphia, Columbus. Et we're on the layover à Philadelphie et j'ai Alessandro Nesta à côté de moi. Boy. Et il me dit, mais c'est un gars tellement... c'est quoi le café Starbucks? Qu'est-ce que ça? Alors, lui, il me dit, Nick, mais est-ce que tu comprends qu'en Italie, les filles du volleyball, okay, ils voyagent en charter. Et nous, on est ici à attendre pour le prochain vol. Mais juste pour te donner... C'est fou, hein? C'est fou, ces gars-là, ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que dans le sport, n'importe où dans le monde, ils pensent toujours à mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour performer. Alors, en revenant à mon point, c'est qu'au début, la MLS, they used to cater to the bottom. And when you cater to the bottom, tu sais, c'est toujours... Non, mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Moi, je me rappelle que Joey, il avait présenté 2 chartered planes pour toute la ligue avec l'équilibre de tout le monde va l'utiliser de la même façon et tout. Et ils n'étaient pas intéressés à ça. Donc, Joey a présenté un plan pour la MLS pour relever le standard. À 100%. C'est incroyable parce que tu n'es pas dans le club, mais tu vis ce qui se passe présentement, la vibe sur Joey qui est complètement négative, puis mérité ou pas, il est assez grand pour se défendre. Mais Joey a quand même voulu pousser la MLS et son club le plus haut possible. À 100%. Dans ces moments-là, je me rappelle très bien. Et aujourd'hui, ça a changé parce que maintenant, the MLS caters to the top. Pour différentes raisons. Tu as Lionel Messi. Mais regarde la différence, les gars. Maintenant, vous commencez à voir aussi les distances entre les équipes. C'est plus les mêmes propriétaires aussi. Là. Il y a mais juste pour Top vous Gun dire qui est que arrivé. Maintenant, ça s'en va vers le haut. Parce que à la fin, la philosophie, c'est well, if you can't keep up, you're going to stay at the bottom. Et ça, c'est une mentalité qu'on revient maintenant au niveau amateur. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui au niveau amateur, c'est que oui, mais il faut faire attention aux petits clubs. On ne veut pas que les joueurs du petit club, ils partent dans un grand club, ils font des règles mutées, des joueurs mutés. Mais pourquoi? Parce que si tu fais ça,
Alors, ce petit club, ça se peut qu'ils ne travaillent pas de la bonne manière, ils n'ont pas les coachs qualifiés. Le joueur qui a les qualifications et le niveau élite, il ne peut pas partir de ce club. Ce n'est pas juste. Ouais. Parce que ces jeunes-là, vous devez les mettre dans les meilleures conditions possibles, okay, de continuer à s'élever. Et aujourd'hui, il y a des structures où il y a le côté élite et il y a le côté maison. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ce qui leur manque, c'est dans l'élite, c'est la loi de la jungle. Donc, on reste entre nous. Pour développer l'élite et l'amateur, tu vas recevoir de l'argent aussi, mais tu as des objectifs différents. À 100%. Alors, ça, c'est des choses que je vois qu'encore, on regarde plutôt, au lieu de regarder en avant et dire, hey, regarde comment ces clubs travaillent. Si vous voulez arriver à là, il faut quand même mettre plus d'investissement, plus d'entraîneurs, l'environnement doit être meilleur. Et maintenant, tu vas voir que tu ne vas pas perdre tes joueurs parce que tu veux dire, nous, on veut rester comme club, on veut être là et on veut quand même arriver au plus haut niveau. Alors, ça, c'est les petites choses que je suis en train de voir et de quand même dire, mais on doit avoir du monde qui s'assoit autour de la table parce que ce n'est pas assez bon pour dire que moi, je suis tanné d'entendre « Oh, c'est tellement le fun que le soccer… » Non, le soccer a sa place. Mais maintenant, il faut les vivre de la même manière. Il faut être plus sévère. Et c'est ça la différence, parce que, regarde, Ontario, c'est quoi qui réussit en Ontario? Les joueurs qui sont bons, là, ils viennent tous de l'académie 6 Sigma, là, ou Sigma FC, là. Tu sais, il y a des modèles, tu vois, ce qui marche pas. Donc, eux, ils ont déjà compris. Ben, moi, je fais mon propre chemin, puis je fais ce que j'ai à faire. Et les choses avec le Québec, les gens oublient, là. Ceux qui sont… Le soccer, c'est plate, on n'aime pas le foot, etc. C'est que, genre, il y a déjà Montréal. Montréal est un gros driver économique, évidemment, mais une diversité culturelle, comme ton ami qui t'a dit de l'académie GM, la comparaison par rapport à la Belgique, il y a une diversité culturelle, personnelle et du foot qui est différente et qui est beaucoup plus forte. En temps, j'aime Marseille et Paris Saint-Germain et Milan, mais j'aime l'Impact de Montréal. Je grandis avec ça. Donc, l'exigence est très différente ici que par rapport à d'autres endroits. Ils pensent qu'ici, c'est comme c'était à Victoriaville. Peut-être ils ont du foot à Victoriaville, mais c'est pas le même style. Donc, le vibe est drivé par la métropole où tu as une grosse concentration et par les anciens joueurs aussi. Ils commencent à avoir un peu plus d'expertise. Les anciens, c'est différent d'avoir un père qui s'implique parce que son fils aime le foot, puis il tente de l'organiser avec sa mentalité nord-américaine. C'est normal. Mais quand il y a des anciens avec des expériences professionnelles qui commencent à être sévères au niveau des exigences, ça fait un choc. Mais ça m'amène à le club MLS. L'Impact de Montréal, au début, c'était un endroit calme d'être là. Les années 90, 2000, les médias s'intéressaient à l'Impact une fois qu'il était rendu en playoff, puis il jouait contre les Rhinos, puis OK, on en parle. Là, on est tout du monde qui a grandi en regardant du foot européen. Certains ils ont arrêté d'être Eurosnob, ils ont commencé à s'intéresser à MLS. Et là, on commence à avoir aussi un niveau d'exigence. Les partisans, certains médias. Penses-tu que médias ou partisans sont capables d'influencer un club comme Montréal dans sa stratégie, dans sa philosophie, dans son quotidien? Penses-tu qu'on est rendu dans ce marché-là où, comme dans tous les autres marchés, ils ont une oreille à ce qui se passe à l'extérieur du bureau? Alors, regarde, aujourd'hui, quand tu vois, je ne regarde pas beaucoup des matchs. Le samedi soir, quand même, maintenant, j'ai l'opportunité d'être dehors avec la famille et tout ça. Mais quand j'entends que il y a encore 19 000 personnes, disons, au stade Saputo, l'équipe n'est pas dans une bonne place. On perd 5-0 à domicile. Alors, ces choses-là, en Europe, si ça se passe comme ça, tu as 2000 personnes dans le stade. Parce qu'ils ont une voix. Les médias, ils ont une influence et un pouvoir. Ici, aujourd'hui, dans le sport nord-américain, et je dis nord-américain, pourquoi? Parce que je me demande aussi quand on parle du Canadien de Montréal, OK? Et on parle de leur histoire et tout ça, c'est comme le Real Madrid, disons. Mais le Real Madrid,
si saison après saison, ils finissent 8e, c'est fini là. Le stade est vide. Ils déménagent. Let's go. Ils déménagent. Alors, ouais, c'est fini. Vous comprenez où je suis, c'est qu'il y a une culture complètement différente. Et je pense qu'il y a cet équilibre qui est difficile à faire, Nick. L'équilibre entre genre mes exigences, Forza Juve, Forza Milan, United, tout ça, et gérer ça avec la MLS. C'est comme un dilemme pour les personnes qui sont dans une génération plus vieille et un peu plus jeune. Oui, mais je pense que la MLS, pour moi, le commissaire, c'est un génie. C'est un génie parce que qu'est-ce qu'il a fait avec cette ligue-là? Et quand vous y pensez, les gars, it's Major League Soccer. Et quand vous y pensez, ils n'ont pas les meilleurs joueurs nord-américains dans la ligue. En plus. C'est comme avoir la NHL avec pas les meilleurs Canadiens et américains. Ouais. Alors, pour faire ça et avoir des nouveaux stades, des nouveaux centres d'entraînement, 20 000, la plupart des stades sont pleins, okay? C'est coup de génie là. Ouais. Et pourquoi? Parce que le monde, ils sont embarqués. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre les mêmes émotions qu'ils voient à la télé. Ils veulent les vivre. Ils veulent le moment Anfield. Ils veulent vivre le Nou Camp. Et croyez-moi qu'il y a des endroits où tu les vis. Parce qu'en parlant avec Marc Dos Santos, il me dit, Nick, tu dois venir à Los Angeles. Ouais, vas-y. Je te confirme. T'es pas allé? Vivre l'expérience. T'es pas encore allé, Nick? Hein? T'es pas encore allé à l'AFC? Non, pas encore. L'Ilta est parti. Il te fait un agent de voyage. Là. Et c'est ça qui est dommage ici, parce que quand tu vois aujourd'hui tout le travail qui a été fait, parce que les gars, croyez-moi que le monde, ils ont embarqué. Et maintenant, ils sont en train de... D'être un peu fatigués. Là, c'est... Oui. Alors, c'est dommage parce que... Mais ça peut changer. Mais ça peut changer vite. Je veux dire... Ça peut changer comme ça. Comme Drogba a changé. Mais toi, Nick, là, parce que j'ai des confessions à faire avec toi, là, mais tu as fait beaucoup de bonnes choses. Tu as fait des choses que je n'ai pas aimé, puis je t'ai critiqué, je t'ai parlé quand tu étais... on a été méchants avec toi. Là. Oui. Et moi, je te dis un truc, là. C'est pas pour 23 ans, on peut continuer sur ce sujet-là, mais si avait pas Piatti, là, moi, les antiviraux là, que tu m'as ramené, là, je dis, mon ami, là, tu m'as stressé, là, c'est les antiviraux. Mais je comprends le profil, Mais je me dis, oh my God. Mais c'est ça la vie, c'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Sur 10 joueurs, si tu es capable d'en deviner 4, tu as fait un bon travail. Croyez-moi, parce que les risques qui vont avec les joueurs, les entraîneurs, et tu essaies toujours de minimiser le risque. Et de comprendre aussi combien tu as payé, s'il est en prêt. Il y a tellement de variants qui rentrent dedans. Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que il y a 10 ans, 10 ans, ça a l'air court, mais 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. 10 ans plus tard, c'est un peu plus difficile de se tromper sur des gars. On a plus de data, les réseaux. C'est plus facile aujourd'hui ou tu peux encore te tromper big time? Quand tu es arrivé, Max Rodriguez, quand tu es arrivé, je suis sûr que quand tu l'as vu arriver à l'aéroport, tu as dit merde, il a tout mangé pendant l'avion. C'est quoi cette shape-là? Mais oui, à 100%. Tu as dit à ta minute, c'est-tu le bon Max Rodriguez? C'est sûr. Mais des fois, il faut comprendre aussi que Max Rodriguez, tu sais, il gagnait, je pense, 15 000 ou 30 000 $ par année. Et il faut comprendre, les gars, que quand tu es dans ce monde-là, il y a des fois qu'il faut faire certaines faveurs pour certaines personnes pour qu'ils continuent à t'aider d'une certaine manière. Et il y a des fois, il faut comprendre, dans ce monde, tu bâtis des relations avec des agents. Maintenant, il y a des moments aussi où l'agent il te dit « Fais-moi ce faveur parce que j'ai promis... » Celle-là est de trop, là, c'est ça. Il y a différentes manières de travailler. Mais regarde, les gars, c'est normal aussi que la critique, ça vient avec. Ben oui. Et tu le prends très bien. Mais dans ton cas, ça a été rough. Parce mais que je pense que moi, déjà, les ultras, là, je les ai pas aimés à un moment parce qu'ils t'attaquaient trop.
Personnellement, Zaga, Nick n'est pas parfait. Nick je te l'ai dit, en personne. À Stade Saputo, je t'ai parlé. Tu te rappelles de moi, je dis Nick, là ces joueurs, là, je ne sais pas d'où viennent, là, mais ok, correct, tu fais ta job, mais tu avais tout le temps la caution Piatti. Ben, pas juste, là. Je veux dire, tous les gars qui sont arrivés, il y en a eu. Tu sais, moi, il y avait des fois, là, il y a des samedis soirs, moi, je pensais que j'étais devant ma TV, là. Je veux dire, tu sais, t'avais Nesta qui était là, t'avais Ferrari, tu sais, je veux dire, si on avait eu la chance d'avoir eu en même temps Corradi avec Divaio, ça aurait été spectaculaire. Il se blesse une semaine avant. Tu sais, oui, t'as raison, la MLS, au début, surtout à Montréal, on avait l'impression de vivre un petit peu notre soccer à la télé. Est-ce que tu penses que ce rêve-là, c'est juste dans le passé, qu'on on est un peu fou de penser qu'on peut encore le revivre? Parce que, comme tu as dit, on ne fait plus partie des Top Guns. Tu sais, il y a des propriétaires qui ont une équipe de NFL, une propriétaire qui a une équipe la Premier League. Est-ce que c'est réaliste d'avoir encore ce petit accrochage-là de rêve de soccer de télé dans le contexte montréalais? Ça dépend toujours. Moi, ça fait 5 ans que je suis dehors, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que la philosophie du club. Je le sais parce que j'entends la philosophie, c'est de développer les jeunes dans l'académie. OK, mais est-ce qu'ils sont dans les meilleures conditions de développer si c'est ça votre philosophie? Au niveau de joueurs, de noms et tout ça, on voit maintenant que si on n'est pas prêt à dépenser un certain montant d'argent. Mais rappelez-vous aussi, les gars, que moi, je dis toujours que de se tromper sur un joueur de 300 000 $, et de se tromper sur un joueur de 10 millions, il y a une grande différence. Demande à Chicago avec Shaqiri. Et je te dis que exact. Alors, les DP, you better get it right. Alors, parce qu'à la fin, les DP font la différence d'une certaine manière dans beaucoup des clubs. Et vous voyez que beaucoup de clubs, ils ont raté avec leur DP. Hein. J'ai une question pour toi, Nick. On va parler de Piatti pour finir, mais j'ai une question. Je ne veux pas que tu développes l'histoire derrière. Juste, je vais rouler quelque chose. Je te pose une question après. Tu dis oui ou non, OK? Si Jimmy Briand avait signé, et si Jimmy Briand avait signé, est-ce que l'Impact de Montréal aurait fait les playoffs cette année? Oui. C'est faux, hein, Jimmy Briand? On connaît toute l'histoire, etc. S'il vous plaît. Ça me fait mal au cœur. Je te protège, c'est pour dire. Mais OK, parfait, c'est fait. Regarde, il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a fait exprès de ne pas trop parler de Piatti parce que tu l'as déjà dit plusieurs fois là, on n'a pas besoin de répéter sur la qualité du joueur. On a fait la blague qui n'est pas une blague. Tu n'es pas en match des anciens médias au centre Nutrillant en ce moment. Tu es avec nous. La life happens. Tout le monde va poser la question. On t'a déjà posé la question. Toi, tu trouves ça décevant, lourd, que tu n'es même pas proche d'être sur le mur de la renommée? Tu t'en fous? It is what it is, la vie ta belle là. Comment est-ce que ça tombe? Non, moi, à la fin, ça, je ne contrôle pas ça. Moi, l'importance aujourd'hui, c'est que si on parle de Nacho, c'est que je suis tellement content pour lui parce qu'il mérite ça, parce que à la fin, c'est le meilleur joueur qui a jamais joué ici à Montréal. Ben oui, tu as totalement raison. Est-ce qu'il y a des top? Pour moi, c'est un des top joueurs offensifs de l'histoire de la MLS pour le moment. Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est plus que Montréal. C'est un des tops parce qu'à la fin, il n'était pas aussi reconnu que... Et ça, c'était l'ère de Jovinko, c'était l'ère de Kakaz, et Villa, et Nacho, il était là. Hein. Mais je me souviens que quand la rumeur Piatti est sortie, moi, je pensais qu'on parlait de Pablo Piatti. Wow, c'est qui ce Nacho Piatti? C'est une trouvaille parce qu'on ne va pas faire assemblant. À part quelques personnes qui suivaient l'Argentine beaucoup, Nacho, c'était très, très niche. Là, pour trouver ce gars-là, bon, j'imagine que tu avais des contacts, puis après, quand tu l'as vu jouer, tu as dû rêver, tu as dit « Oh my God, comment je vais faire pour le faire venir ici? » Mais c'est drôle parce que quand je l'ai vu jouer, il était à San Lorenzo, il venait juste d'arriver de Lecce, où il a eu de la difficulté en Italie. Et
l'agent que j'ai travaillé beaucoup en Argentine, il m'avait dit, regarde, il y a un joueur, vous cherchez un numéro 10, il y a un joueur qui est disponible et il a signé à San Lorenzo, mais s'il y a un club de l'extérieur qui vient, il peut s'en sortir. Et je me rappelle, j'ai pris l'avion tout de suite et je suis allé voir un match. Et maintenant, si vous savez, les gars, les matchs en Argentine sont compliqués à évaluer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déchets, il n'y a pas d'espace. La bagarre. C'est le couteau entre les dents. Ouais. Mais Nacho, dans ce match-là, 3 ou 4 fois, il a eu des moments où tu vois que il a été capable d'éliminer 2-3 joueurs. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, regarde, en MLS, il y a tellement d'espace. Les joueurs sont isolés. Si lui, il est isolé un contre un avec quelqu'un, il va... C'est fini. Ciao. Et tout de suite après, j'ai eu l'opportunité vraiment avec son agent parce que son agent direct, lui, il a commencé vraiment à bien faire en Argentine. Et c'était drôle parce que j'ai rencontré son agent direct. Et lui, il me dit, t'es qui, toi, du Canada? Alors, j'ai dit, regarde, est-ce que ça se peut que je peux le rencontrer, je peux l'appeler? Et il dit, mais oui, parce que lui, dans sa tête, il dit, OK, au Canada, Nacho irait jamais au Canada. Et c'était drôle parce que là, j'ai commencé à bâtir une relation avec lui. Et tu sais, Nacho, c'est un gars le plus humble, respectueux. Et là, on a commencé à bâtir une relation. Et moi, je regarde avec tous les clubs qui étaient intéressés en lui. Et lui, à la fin, il se dit, moi, je m'en vais dans un autre pays et à qui je me peux fier, à qui j'ai cette relation. Alors, pour moi, ça m'a aidé beaucoup de bâtir cette relation pour avoir cette chance de l'amener. Et ça, c'est un élément qui a été complètement oublié parce qu'on t'a beaucoup critiqué, moi le premier, mais ton pouvoir de, j'allais dire séduction, mais tu comprends ce que je veux dire là, relation personnelle, relation de confiance, lien de confiance. C'est ce que tu as fait pour ce club-là, on n'a aucune idée de ce que ça peut apporter en bien sur le terrain là. Et Nacho, aujourd'hui, il est disponible. Il ne vient pas à Montréal, il va ailleurs. Là, parce que c'est beaucoup plus corporate, Montréal, moins familial. Puis on voit, Nacho, c'est un gars de famille. Il a parlé avec ses enfants quand il est revenu ici. Il voulait voir l'école. Tous ces petits éléments-là, c'était la priorité pour lui. Non, c'est vrai. Mais les gars, regarde, pour moi, c'est drôle parce que c'était tellement facile pour moi de vendre le club. Moi, parce que le monde tout de suite ressentait... Je suis émotionnel. C'est normal, c'est quelque chose, c'est une grosse partie de ta vie parce que tu as contribué à bâtir ce club-là comme joueur. Tu faisais partie de la famille de l'Impact de Montréal. Tu as sorti le club de Saint-Claude Robillard à finalement avoir un Nacho et un Drogba sur Sherbrooke. Nous, on n'a pas idée là, ce que ça demande. Puis, tu sais, une fois que ça finit d'une certaine façon, c'est une grosse peine d'amour. Puis, je comprends. Il y a une place à revenir dans le passé pour dire est-ce que Nick DeSantis, ce que l'Impact est aujourd'hui, il y a une grosse portion de Nick DeSantis. Il a fait des erreurs, mais aujourd'hui, on en a vécu. Les moments que tu as dit, on les a vécus parce que toi, derrière, tu as été pas mal un architecte de tout ça. Puis te voir réagir là, c'est... On est vraiment désolé de passer par là, Nick. Là, je pensais pas que c'était vers la fin, là, mais 30 secondes, mais OK. Désolé. Non, mais ça fait partie aussi des discussions. Les gars, ces discussions-là, même avec des amis ou mes enfants, c'est les mêmes émotions. Non, je comprends. Et pour moi, quand je suis parti, d'un côté que j'ai dit, c'est le temps. Tu ressens des choses où tu te dis, c'est le temps pour moi de partir parce que c'est comme si ça faisait à un certain point plus mal d'être dedans de rester que de ne pas rester. Alors ça, c'était une chose dans ma tête de dire, c'est le moment pour toi. Et moi, le mur de la renommée, tout ça, moi, j'ai vécu des choses que ils ne vont jamais partir.
Exactement, c'est ça. C'est là ce que tu as vécu, le vécu dans ton ADN, ce que tes enfants ont vu, tes amis, ta famille, c'est ça. Et ça fait partie même de la critique. Moi, aujourd'hui, je revis des moments avec les ultras quand moi, j'avais des frissons d'avoir Drogba jouer. Les premiers 6 mois, j'étais vice-président, Joey était propriétaire. On avait des frissons parce que vous étiez des fans. Vous étiez des fans normaux. On voyait qu'est-ce qui se passait dans le stade. Les ultras, les spectateurs, ça vibrait. Alors, Dorval en chaos total avec des policiers qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pour ça que tu arrives à ces moments-là et tu dis « Wow! » On a amené ce club-là. Moi, la finale des Champions League, je l'ai vécu d'une manière où, même si on a perdu, on a vécu un moment incroyable parce qu'à la mi-temps, on gagnait 1-0. On pouvait avoir le deuxième but, tu te rappelles, juste avant la mi-temps. Alors, tu as ces choses-là de dire, on était si proches avec 62 000 personnes qu'ils étaient capables de vivre ces moments. Alors, ça, c'est les choses que moi, je retiens qui partiront jamais, là. Non, tu as raison. Puis, le club a eu des moments difficiles après ton départ. T'as pas 80, là, c'est pas fini, là. Il y a plein de choses qui peuvent encore arriver, là. Moi, je suis le type que aujourd'hui, je suis dans le soccer amateur parce que moi, j'ai eu une opportunité que d'autres mondes, ils n'avaient pas. Okay? J'ai eu une opportunité de faire une carrière pendant 35 ans au Canada dans le soccer. Et je me suis dit... En français. Dans le niveau amateur, il y a beaucoup de monde qualifié qui sont même plus qualifiés que dans le monde professionnel. Et si je peux aider d'une manière ou l'autre, de donner une opportunité, et parce qu'avec les contacts et tout que j'ai, je vais le faire parce que vous le savez que le niveau élite, le niveau professionnel, des fois, c'est des opportunités et c'est des moments. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux redonner parce que je l'ai eu. Ouais, mais c'est très humble de ta part. Avec nous. On peut se faire une autre heure la prochaine fois si tu veux. La prochaine fois, je veux que tu nous racontes l'histoire que j'ai racontée de ton côté quand tu étais en béquille dans les couloirs contre Sporting Kansas City. Tu te rappelles de ça? On se reparle la prochaine fois. Oh, je sens que ça va être la partie où il faut payer. Il faut payer. On va faire Charlie. Merci, Nick. Allez suivre la SLN Montréal. Merci beaucoup. Vas-y, Nick. Merci à vous. Merci à toi, c'est super. Allez suivre la Super Ligue Nord, Montréal, supportez-les. Puis on vous recontacter pour parler au coach, à Mered Pichon, au propriétaire. On veut voir le logo. Juste que nous, on fait ça, on lunch entre le travail. Donc, on a du mal à parler à tout le monde en même temps. Allez, Nick, merci beaucoup, les gars. Bonne fin de semaine. Toi aussi, merci bon week-end. Toi, ciao.